c'est bon. Bien, bonsoir mesdames et messieurs, nous allons procéder à l'appel. Il est 19h30, donc début de séance. Donc pour l'appel, Patrick Gervais, présent. Hélène Lecoq. Présent. Michel Amar. Présent. Florence Rouillet. Présent. Olivier Chapelle. Présent. Viviane Bonamy. Présent. André Olivet. Présent. Rosemarie Kravzik. Présent. Éric Vallon. Présent. Marie-France Barthélémy. Présent. Jean Contat. Présent. Elisabeth Charrière. Donc procuration, Madame Boissé. Julien Passioni. Présent. Séverine Boissé. Présent. Maria Boucher. Présent. Gilbert Chauvet. Présent. Daniel Dallonville. Michel Charrière. Présent. Véronique Morin. Absente. Pierre Lecoq. Présent. Francis Serrano. Présent. Estelle Epau. Présent. Gérard Quercy, procuration, Monsieur Poncy. Isabelle Serriot. Jérémy Boutier. Présent. Alexandra Formeau. Présent. Luc Poncy. Je nomme la secrétaire de séance Rosemarie Kravzik. Oui, voilà. Donc, compte rendu de la séance précédente. Qui a des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Procès verbal de la dernière séance. Donc, qui a des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, voté à l'unanimité. Bien, nous allons passer à la signature des procès-verbaux, compte rendus et feuilles de présence.
l'an dernier. Bien, comme il en a encore temps, je vais vous souhaiter une bonne et heureuse année. Que nous puissions passer une année relativement sereine concernant notre Assemblée. Et pour vous surtout, une année de paix, de joie et surtout de très bonne santé dans ces moments difficiles. Merci. Je rappelle également, règlement intérieur, tous les téléphones portables sont coupés. Je rappelle, tous les téléphones portables sont coupés. Alors, ça sera fait très prochainement, si ce n'est pas le cas. Je ne vais pas me lire le règlement. À la fin. Bien. Première délibération. Ouverture anticipée des crédits à la section d'investissement, budget général, exercice 2022. Rapporteur, Olivier Chapelle. Jusqu'au 15 avril de l'exercice en cours, en attente de l'adoption du budget primitif 2022, la collectivité peut, avec l'autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement en capital des annuités de la dette qui constituent une dépense obligatoire. Les crédits correspondants seront repris au budget primitif 2022 lors de son adoption. La délibération en date du 2 décembre 2021 comportait une erreur matérielle. Il convient donc d'annuler cette délibération du 2 décembre 2021 et de la remplacer par la suivante. Vu l'avis favorable à l'unanimité de la commission budget projet action en date du 26 novembre 2021 et l'avis de la même commission en date du 21 janvier 2022, il nous est proposé d'approuver le détail des propositions d'ouverture de crédit figurant sur le tableau que vous avez sous les yeux, d'autoriser M. le maire ou son représentant à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2021, de réserver les crédits du budget primitif de l'exercice 2022. Quelqu'un a des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je vous rappelle qu'à l'article 17 de la police de l'Assemblée, il est rappelé que les portables doivent être éteints durant la séance du conseil municipal. Il faut les éteindre. Rapport numéro 2. Objet, demande de financement de l'État dans le cadre de la dotation de capteurs CO2 en milieu scolaire, Olivier Chapelle.
décidé de respecter les préconisations en matière sanitaire en dotant les classes de 20 capteurs de CO2. Le montant estimatif de cet achat représente 3 775 €. L'État participe à hauteur de 2 € par élève, soit environ 740 €. Vu l'avis favorable de la commission budget projet action en date du 21 janvier 2002, il nous est donc proposé d'autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention auprès de l'État à hauteur de 2 € par élève pour la mise en place des capteurs CO2 en milieu scolaire afin de définir des modalités pratiques d'aération compte tenu du contexte sanitaire actuel. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document y afférent, de réserver des crédits nécessaires à l'opération dans le budget primitif 2022. Oui. Et les questions? Oui. Les 20 capteurs correspondent bien aux 20 classes, je présume? Il y a 18 classes, plus 2 capteurs pour des salles communes. Merci. Délibération. Je vote oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Donc demande de financement auprès du SMEC dans le cadre de la réfection du chemin de la Fond du Rouvre, donc pour la dissimulation des réseaux électriques, toujours M. Chapelle. Dans le cadre du projet de réfection du chemin de la Fond du Rouvre, nous avons décidé de l'enfouissement des réseaux aériens. Des études avant-projet vont être effectuées par le SMEC, syndicat mixte de l'électricité du Gard, et pourront être subventionnées. Vu l'avis favorable de la commission budget projet action en date du 21 janvier 2002, il vous est donc proposé de prendre acte du projet de réfection du chemin de la Fond du Rouvre, dissimulation des réseaux électriques, et d'approuver le lancement des études nécessaires à la réalisation de ce projet. D'autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention auprès du SMEC dans le cadre de la réfection du chemin de la Fond du Rouvre, dissimulation des réseaux électriques, et s'engager à verser sa participation aux études estimées à 1 485 € en cas de renoncement au projet de la commune. D'approuver le plan de financement suivant, je l'ai proposé dans le tableau, d'autoriser le SMEC à mener toutes les investigations préparatoires nécessaires à l'élaboration de l'étude, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents y afférents, de réserver les crédits nécessaires à l'opération du budget primitif 2022. Qui est pour? Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Bienvenue. Rapport de présentation numéro 4, demande de financement auprès du SMEC dans le cadre de la réflexion du chemin du Fond du Rouvre, éclairage public. Rapporteur Olivier Chapelle. Donc, c'est la même introduction. Dans le cadre du projet de réflexion du chemin de la Fond du Rouvre, nous avons décidé l'enfouissement des réseaux aériens. Les études avant-projet vont être effectuées par le SMEC, l'électricité du Gard, et pourront être subventionnées. Vu l'avis favorable de la commission de budget projet action en date du 21 janvier 1921, il nous est donc proposé de prendre acte du projet de réflexion du chemin de la Fond du Rouvre, éclairage public, et d'approuver le lancement des études nécessaires à la définition du projet. D'autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention auprès du SMEC dans le cadre de la réflexion du chemin de la Fond du Rouvre, éclairage public, et s'engage à verser la participation aux études estimées à 780 € en cas de renoncement au projet. Donc, d'approuver le plan de financement ci-dessous, d'autoriser le SMEC à mener toutes les investigations préparatoires à la nécessaire réalisation de cette étude, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents y afférents,
de réserver les crédits nécessaires à l'opération du budget primitif 2022. Question. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Il y a rapport numéro 6, 5. Demande de financement auprès du SMEC dans le cadre de la réflexion du chemin de Rouvres. Et là, ce sont pour les télécoms. La même chose, sauf... Sur la même, donc, vu l'avis favorable de la commission budget projet action en date du 21 janvier 2022, il vous est proposé de prendre acte du projet de réflexion du chemin du fond de Rouvres Télécom et d'approuver le lancement des études nécessaires à la définition du projet. D'autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention auprès du SMEC dans le cadre de la réflexion du chemin du fond de Rouvres Télécom. De s'engager à verser la participation aux études estimées à 352 € en cas de renoncement au projet du fait de la commune. D'approuver le plan de financement ci-dessous, d'autoriser le SMEC à mener toutes les investigations préparatoires nécessaires à l'évaluation de cette étude, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents y afférents, de réserver les crédits nécessaires à l'opération dans le budget primitif 2022. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je tiens à préciser quelque chose. Je tiens à préciser quelque chose. Si vous avez vu le financement au niveau de Orange pour les télécoms, on n'a pas d'aide. C'est-à-dire tout ce qui est l'enfouissement des réseaux télécoms ne sont pas subventionnés, c'est à la charge de la commune. Qui est contre? Oui, sur les études préliminaires. Et quand les études seront faites, on repassera une délibération sur les études principales. C'est l'étude qui permet de définir les montants définitifs des travaux. Alors, la préétude, c'est une préétude en fait qui est subventionnée pour faire une étude qui elle-même sera subventionnée, pour faire des travaux qui eux-mêmes seront subventionnés. Voilà, c'est l'administration. Il faut le voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Il y a numéro 6, demande de financement dans le cadre de l'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, plan de relance, continuité pédagogique. Monsieur Chapelle. Oui, alors suite à un audit des moyens informatiques des écoles par Nîmes Métropole, il s'avère nécessaire de mettre à jour le parc informatique et les vidéoprojecteurs de l'école élémentaire. Un devis estimatif de 1855 est joint à votre délibération. Une subvention de 50% de ce montant est possible via les fonds de concours de Nîmes Métropole. Vu l'avis favorable de la commission budget projet action en date du 21 janvier 2022, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention auprès de Nîmes Métropole dans le cadre du fonds de concours à hauteur de 50% du reste à charge de la ville. D'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents y afférents et de réserver les crédits nécessaires à l'opération dans le budget primitif 2022. C'est pas un équipement, c'est une remise à niveau des équipements actuels. C'est-à-dire que les ordinateurs et les vidéoprojecteurs nécessaires au fonctionnement des TBI dans les classes de l'école élémentaire sont défectueux ou certains ne remplissent pas. Voilà, ils ont 8 ans. Voilà, ils ont 8 ans et il est temps de les remettre à niveau. Et ensuite, les lampes des vidéoprojecteurs s'usent, ça devient de plus en plus faible et il est nécessaire de changer quelques lampes des vidéoprojecteurs.
Comment? Non, mais les ordinateurs, certains. Voilà. Oui. Quand vous dites mise à jour des ordinateurs, c'est quoi informatiquement parlant, vous avez changé de matériel parce que c'est deux choses. Non, non. Comment? C'est un ordinateur qui a 8 ans, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça coûte parfois moins cher de le changer que de remettre une RAM ou quelque chose. Oui, mais alors, dans ce domaine-là, c'est l'Imétropole qui pilote et qui fait l'audit et qui nous demande de faire la réparation. Voilà. Après, je pense qu'au niveau de la somme des travaux envisagés, qui est de 1855 €, ça ne doit pas être vraiment grand-chose. Voilà, c'est pas ce qui nous fera des bombes au niveau des ordinateurs. Bien, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, voté à l'unanimité. Bien, numéro 7, désignation des représentants de la commune au sein de la commission locale d'évaluation des transferts de charges créée entre la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole et la commune de Clarensac. Donc vous savez qu'on a des transferts de charges vis-à-vis de la communauté d'agglomération, les poubelles, tout un tas de services, enfouissement, enfin les réseaux enterrés. Voilà. Et quand chaque fois qu'une nouvelle prérogative de l'agglo, transfert de charges arrive, une commission se réunit pour évaluer les charges imputables à chaque commune, enfin aux communes. Voilà. Et donc il y a un titulaire de la mairie qui doit être présent à cette commission, participe à cette commission, un élu. Voilà. Donc je proposerai pour cette commission comme membre titulaire M. Chapelle et comme membre suppléant M. Hamar. Qui a des questions à poser? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Donc, modification des statuts du syndicat mixte des garrigues de la région de Nîmes, Michel Hamar. Bon, cette délibération concerne en fin de compte la modification des statuts du syndicat mixte des garrigues de la région de Nîmes. Pour information, ce syndicat regroupe 19 communes plus la communauté de communes de Sommières. Dans le cadre du changement des statuts, il y a eu la commune de La Rouvière qui est venue s'ajouter à ce syndicat mixte de garrigues. Et puis, il y a une remise un petit peu en cause de l'emprise de tout ce qui est défense de la forêt, enfin des incendies de forêt. C'est vraiment les DFCI qui sont concernés. Et donc, on vous demande de vous prononcer favorablement sur la modification de ces statuts qui ont été établis, suivant, vous avez tout le nom des communes qui sont concernées. Et bien évidemment, d'autoriser M. le maire à signer tous les documents y afférents, en sachant que la commune de Clarensac est représentée par M. André Olivet, titulaire, et M. Gilbert Chauvet comme suppléant. Il y a des questions sur le sujet? Le vote, qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Bien, délibération numéro 9, création et désignation des membres de la commission d'attribution des places en crèche. Je précise que ce n'est pas une commission communale. Donc, le contrat nous liant prestataire de la crèche prévoit la participation de la mairie à une commission de validation lors de l'attribution des places en crèche. Cette commission est composée d'un représentant du prestataire, d'un représentant de la crèche et de la mairie. Voilà. Donc, moi, nous proposons la candidature de Mme Viviane Bonamy à cette commission. Des questions?
Bien, qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Autorisation d'accomplir les formalités nécessaires à la reprise des concessions funéraires en état d'abandon définitif. Monsieur Amar. Concernant le cimetière de la commune, c'est un sujet éminemment important et surtout qui nous a interpellés, car des tombes sont à l'abandon dans ce cimetière, mais la commune avait déjà entrepris dès 2018 de répertorier toutes les communes qui étaient à l'abandon. Les tombes, alors que ce soit des caveaux ou ce soit en terre. Alors pour cela, il y a une procédure effectivement qui prévoit pendant 3 ans d'essayer de retrouver toute la famille, les gens qui seraient concernés par cet état d'abandon. Sur les 20 qui ont été identifiés, 18 2 ont reçu, on a eu des réponses concernant 2 sur les 20, et 18 sont restés en l'état. Donc, partant de là, il faut maintenant lancer une procédure qui est assez compliquée. Il faut un constat, des photos, un affichage, etc. Et il faut permettre, en fin de compte, à cette procédure d'être réalisée. C'est le but de cette délibération, de façon à ce qu'on puisse après envisager la récupération des corps, enfin ce qu'on appelle un reliquaire, et pouvoir après les disposer soit dans un ossuaire que nous allons essayer de déterminer, que nous allons essayer de réhabiliter, puisque vous êtes certainement conscient que dans notre cimetière, il y a ce qu'on appelle un peu le carré des indigents, là, tout au fond du cimetière, qui est totalement à l'abandon, et pour lequel il est nécessaire de faire une rénovation, tout au moins de trouver quelque chose. On a des idées là-dessus, on en a parlé en commission. Donc, à ce sujet-là, donc, il vous est proposé de décider la reprise des concessions listées en annexe, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents y afférents et de réserver les crédits nécessaires au budget primitif de l'exercice 2022 de la ville de Clarensac au chapitre et articles correspondants. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Je vous en prie. Il n'y a pas d'annexe. Il n'y a pas d'annexe. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on avait sur les annexes? L'annexe c'est le nombre de tombes qui ont été recensées. Je dirais sur les 20 tombes qui ont été recensées en 18 juin 2018, il y avait toutes les tombes qui ont été recensées, et il n'y en a eu que 2 qui ont été remises en état par déclarance à corps. Donc une tombe, c'est une tombe caveau, un caveau, je dirais, en ample, et l'autre, c'est une tombe en pleine terre. Effectivement, il n'y a pas d'annexe. Une annexe aurait, vous auriez eu la liste, le nombre de tombes qui étaient recensées. Mais si vous voulez, je peux vous la fournir, il n'y aura pas de souci. Ah non, c'est de le chercher. Non, on s'excuse. D'autres questions, non? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. La délibération numéro 11, c'est la désaffection et le déclassement d'une emprise de 157,5 m² issue de la parcelle communale AH numéro 69. Bon, c'est un sujet, si vous voulez, que nous avons déjà largement abordé et nous allons délibérer. C'est une vente à M. Samaï d'une petite parcelle qu'il avait demandé lors de la mandature précédente, qu'elle n'avait pas pu se faire parce qu'il y avait une servitude. Cette servitude, elle restera en place. Il l'achète en l'état. Et, par contre, réglementairement, il fallait présenter cette délibération qu'on aurait dû peut-être joindre à l'époque, au moment où on a autorisé cette vente, où vous avez tous voté à l'unanimité. Donc, il vous est demandé de constater la désaffection de la parcelle AH 69
de décider de prononcer le déclassement du domaine public et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte et effectuer toutes les démarches et formalités requises nécessaires à la réalisation de cette transaction. Des questions supplémentaires sur le sujet? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Bien, je passe le micro à Viviane Bonamy pour les deux prochaines délibérations. Comme chaque année, nous délibérons sur les tarifs du séjour des vacances du service jeunesse. Alors, celui-ci organise un séjour de 5 jours et 4 nuits pendant les vacances d'hiver pour les ados de 12 à 17 ans, du 21 au 25 février 2022, ne me trompe pas, à Ansel. Cela concerne 12 enfants et 2 adultes accompagnants. Les tarifs sont faits suivant des coefficients familiales. Le premier tarif, c'est 220 €. Le deuxième tarif, c'est 240 €. Ah, pardon, il y avait une erreur. Donc je n'avais pas modifié sur mon papier. Excusez-moi. Donc le premier tarif, 200. Le deuxième tarif, 220. Le troisième tarif, c'est 240. Et pour les enfants hors de carence à quoi, c'est 340. J'ai eu un avis favorable à la commission enfance et jeunesse du 18 janvier 2022. Donc le conseil municipal, après des délibérations, adopte les divers tarifs et autorise monsieur le maire à signer tous les documents y afférents. Il y a des questions? Oui. Pour l'instant, il y en a 8. Et on attend une semaine avant pour voir si on fait le voyage ou pas. Pas d'autres questions? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Donc la deuxième délibération, c'est une convention qui est signée entre l'association des Francas du Gard et la commune de Clarensac relative à la mise en place d'un séjour de neige du 28 février au 5 mars. Donc c'est toujours pour le service jeunesse et c'est pour la deuxième semaine de vacances. Du 28 février au 5 mars. Non, mais vous envoyez. Il y a eu une correction. Dans la semaine. Il y a eu une correction dans la semaine entre la délibération et la convention. Voilà. L'inscription se fera auprès des Francas. 8 places nous sont attribuées et le tarif est de 580 €. Alors, il vous est proposé d'approuver le terme de la convention entre l'association départementale des Francas du Gard et la commune de Clarensac, relative à la mise en place de ce séjour du 28 février au 5 mars, d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents y afférents et de réserver les crédits nécessaires à l'opération dans le budget primitif 2022. Il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Rapport de présentation. Pardon. Oui, 2017. Dans la convention, il y a 7-12 ans.
Oui, avec les Francas, nous on va que pour les 12-17, mais les Francas dans la convention, comme c'est une convention qui est valable pour plusieurs communes, il y a également d'autres communes, des 7. Voilà. Bien. Donc, délibération numéro 14, objet convention de délégation de gestion des sinistres liés aux risques statutaires, contrat 2022-2025. Alors, je vous rappelle que le contrat d'assurance statutaire permet le remboursement aux collectivités des salaires des agents absents pour cause de maladie, et c'est le remboursement des sommes versées aussi à l'occasion d'un décès. Alors, ce dossier est déjà passé au précédent conseil. On vous avait présenté 3 décisions à prendre. L'une qui était l'adhésion au contrat de l'assureur qui était retenue par le centre de gestion après l'appel d'offres qui avait été fait par lui. La deuxième décision, c'était le choix des garanties pour ce contrat. Et la troisième, c'était le fait de déléguer la gestion de ce contrat au centre de gestion du Gard. Alors si on vous le représente aujourd'hui, c'est parce que le centre de gestion du Gard nous a demandé de faire une délibération spécifique pour la délégation que nous lui faisons pour la gestion de ce contrat. Alors je rappelle que la commission avait donné des avis favorables à l'unanimité et que le conseil, la dernière fois également, avait donné un avis favorable à l'unanimité. Donc c'est une formalité administrative ce soir pour ce dossier. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Bon, votez à l'unanimité. Délibération 15. Donc là, il s'agit de la modification des modalités qui concernent le compte épargne-temps. Le compte épargne-temps a été mis en place suite à la délibération en date du 24 septembre 2007. Aujourd'hui, il y a la moitié des agents à peu près qui a un contrat épargne-temps. Et l'objet de la délibération de ce jour, c'est de rajouter l'alimentation du compte épargne-temps par des heures de repos compensateur suite à astreinte ou heure sup. Et c'est possible depuis la publication d'un décret de 2010. Alors ce dossier a fait l'objet de nombreux échanges lors de 3 commissions, services et personnels, en juin, en juillet et la dernière en date du 8 septembre. Et cette commission a donné un avis favorable. Alors, je vous rappelle les quelques règles d'ouverture du compte épargne-temps. Uniquement les bénéficiaires, agents titulaires et non titulaires de la fonction publique territoriale. Et par contre, je vous rappelle aussi l'alimentation de ce compte épargne-temps, puisqu'il s'agit aujourd'hui d'une autre modalité d'alimentation. Les 2 autres étant les jours issus de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, et bien évidemment des congés annuels aussi, en plus de celui qu'on rajoute aujourd'hui, les heures de repos compensateur. Et tout cela peut être fait à condition que l'agent prenne 20 jours de congé dans l'année. Donc je n'en dirai pas plus des modalités. Peut-être, alors ce qui vous est proposé aujourd'hui, donc c'est de modifier ces modalités concernant ce compte épargne-temps. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Non? Qui est contre? Oui, pardon. Dans le cas où vous le mettez dans le mobilier. Pardon? Dans le cas où il arrive à mobilier leur compte épargne-temps, monétiser.
pas entendu, pardon. Il existe dans les codes parlementaires, il existe une loi qui dit qu'on peut se faire un moment, se le faire payer. Ah, alors. Et quelle est la position quelle est ta position Oui, alors nous avons évoqué cette question très longuement. Oui, très longuement. Et il se trouve que si on s'était lancé dans cette possibilité, on aurait pris des risques puisqu'on ne pouvait pas avoir un seuil annuel ni global pour l'ensemble des agents, ni par agent. Et en plus, il fallait aussi prendre l'autre modalité de remboursement qui était le transfert sur les comptes retraite. Mais ce n'était pas ça qui nous préoccupait spécialement, c'était la première possibilité d'utilisation des jours du compte épargne-temps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a évoqué à 3 séances successives de la commission. On l'a évoqué, mais dans la délibération, c'est pas marqué qu'ils ne peuvent pas se faire payer. Non, mais c'est pas prévu dans la délibération. C'est pas l'objet de cette délibération. Voilà. Pour qu'ils puissent... Non, mais pour que ça puisse être payé, il faut vraiment que la délibération parle acte de cette possibilité, ainsi que l'autre, je vous dis, de transfert sur le compte épargne retraite. Non, là, on ne prend pas de risque. Donc, d'autres questions? Non? Qui? Pardon? Non. Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, voté à l'unanimité. Délibération 16. Donc, on vous propose aujourd'hui la modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions de suggestion de l'expertise de l'engagement professionnel, c'est-à-dire le RIFSEP, parce que nous vous proposons plutôt l'intégration des techniciens dans ce régime indemnitaire. Donc ce sont plus spécifiquement les cadres d'emploi des ingénieurs et techniciens territoriaux qui jusqu'à présent ne bénéficiaient pas de ce dispositif. Donc dans la commune, nous n'en avons qu'un, c'est le chef du service technique. Alors nous l'avons abordé en commission du service personnel du 24 novembre qui a émis un avis favorable. Nous l'avons passé également au comité technique, même 2 fois. Et aujourd'hui, nous pouvons vous présenter cette modification. Alors je vous rappelle que ce régime indemnitaire a 2 volets. Le premier volet est constitué de l'indemnité IFSE, indemnité liée à la fonction, à la suggestion de services et à l'expertise. Et le deuxième volet est le CI, le complémentaire, la prime annuelle, qui est un complément lié à la manière de servir de l'agent et à son engagement. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Délibération 17. Là, nous rentrons dans un certain nombre de délibérations sur des créations d'emplois. La délibération 17 correspond à la création d'un emploi de rédacteur territorial principal première classe à temps complet. Alors, on vous met dans la délibération considérant les mouvements de personnel. Je vous précise qu'il s'agit d'adapter l'emploi à l'arrivée de la nouvelle responsable ressources humaines, début mars. Mais l'emploi est créé au 1er février. Donc la commission du 18 janvier a donné un avis favorable.
Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Les 3 autres délibérations correspondent à la création de postes pour adapter les grades du poste à ceux des agents qui ont obtenu un avancement. Et on le fait uniquement quand il n'y a pas de poste vacant à ces grades, donc on les crée. Mais là, pour ces 3-là, vous savez qu'il y a eu 5 avancements, mais pour 2, on avait les emplois vacants, donc pour 3, on est obligé de créer ces postes. Donc le premier, c'est un poste de rédacteur territorial principal 2e classe à temps complet au pôle administratif. Est-ce que vous avez des questions? Non? Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient, pardon? Voté à l'unanimité. Deuxième poste, c'est la délibération 19. C'est un poste d'ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, principal, donc le grade principal première classe, c'est bien évidemment au service enfance ou jeunesse. La commission a donné un avis favorable à l'unanimité. Est-ce que vous avez des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Le dernier emploi concerne un poste d'adjoint administratif territorial principal 2e classe qui est créé au pôle administratif. Est-ce que vous avez des questions? Là aussi, la commission a donné un avis favorable. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité. Délibération 21. Il s'agit de mettre à jour le tableau des effectifs. Donc je vous donne quelques compléments d'information par rapport au tableau que vous avez, parce que c'est un tableau qui est un peu compliqué à comprendre. Donc on parle ici non pas d'agents présents, mais de postes. Donc en haut du tableau, il est indiqué 46 pourvus, c'est 46 postes affectés à des agents. Donc 4 sont en disponibilité, donc ne sont pas présents. Et il y a également 10 postes vacants, donc non affectés, sachant que ces postes vacants seront dans la quasi-totalité supprimés à un prochain conseil. Alors ce tableau a été effectué après justement la création de tous les emplois dont on a parlé tout à l'heure. Alors pour information, je vous donne le nombre de présents dans les services. Il y en a 42, 7 au pôle administratif, 4 à la police, 11 au service technique et 20 au service enfance et jeunesse. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? La commission avait émis un avis favorable à l'unanimité. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, avis favorable à l'unanimité. À la dernière délibération, c'est une délibération qui est complexe à plusieurs titres. Il s'agit de la protection sociale complémentaire et il nous est demandé aujourd'hui de faire un débat à ce sujet
et on ne vous demandera pas après de voter, mais de prendre acte de ce débat. Alors, je vous rappelle un certain nombre d'éléments avant d'ouvrir ce débat aux questions, aux opinions des membres de l'Assemblée. Donc, la protection sociale complémentaire est constituée des contrats que les agents souscrivent auprès des prestataires, soit pour la santé, en complément du régime de sécurité sociale, ou pour la prévoyance. Alors, les contrats complémentaires santé couvrent les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, en complément de la couverture apportée par la sécurité sociale, c'est-à-dire la partie payée par les assurés sur le tarif des prestations, par exemple, ou le forfait journalier, ou les frais de soins dentaires ou auditifs. Et les contrats complémentaires prévoyance couvrent essentiellement les risques d'incapacité de travail, d'absence, donc liés à l'invalidité, l'inaptitude ou le décès. C'est essentiellement des compléments de salaire ou de pension. On y reviendra peut-être dans nos questions. Donc, une ordonnance est sortie en février dernier, mais cette ordonnance concerne la fonction publique dans son ensemble, et pas uniquement la fonction publique territoriale. Nous attendons d'ailleurs le décret spécifique à notre fonction publique. Mais il nous est quand même demandé, en tant que commune, de décider d'une participation financière, pas aujourd'hui, au contrat souscrit par les agents, mais il faudra qu'on la décide et qu'on la mette en place d'ici le 1er janvier 2025 pour la complémentaire prévoyance et d'ici le 1er janvier 2026 pour la complémentaire santé. Alors, je vous donne quelques informations complémentaires. Est-ce que les communes sont obligées de participer? Eh bien, le texte dit, l'ordonnance dit, les collectivités participent à la complémentaire santé, donc sous-entendu c'est une obligation, mais peuvent également participer à la complémentaire prévoyance. Donc logiquement, ça devrait être facultatif. Les communes peuvent participer à un contrat individuel ou à un contrat collectif, et quand c'est un contrat collectif, la souscription des agents peut être obligatoire à tout ou partie des garanties, sauf dispense en raison de leur situation. L'ordonnance donne aussi les participations financières minimum des communes, pas encore en chiffres, mais en principe. Pour le contrat complémentaire santé, il est dit la participation minimum de la collectivité devra représenter 50% de montant de référence. Sauf que ce montant, il sera fixé dans le décret qu'on attend. Mais le montant de référence doit correspondre aux garanties minimales imposées par le Code de sécurité sociale. Et pour le contrat complémentaire prévoyance, la participation minimum de la collectivité doit représenter 20% d'un montant de référence à fixer par décret. Et ce décret devrait aussi fixer les garanties minimales. Donc nous avons eu de brefs échanges en commission services et personnels du 18 janvier. Le problème, c'est qu'on n'avait pas le décret spécifique à la fonction publique territoriale. Donc on a parlé des enjeux, on a parlé du cadre, mais on n'est pas allé plus loin. Là, maintenant, je laisse le débat ouvert pour vos questions, vos opinions. Il pourrait, par exemple, porter sur les bénéfices de ces obligations pour la commune et les agents, pour la participation actuelle de la commune, pour les coûts pour la commune, par rapport à ce qui se fait par ailleurs, parce qu'aujourd'hui, la commune ne participe pas à ces contrats, alors que d'autres communes le font. Et puis, les modalités de participation financière de ces collectivités, elles sont déjà dans l'ordonnance, donc on peut aussi en parler. Voilà, donc je vous laisse poser des questions et alimenter ce débat, puisque nous devons avoir un débat. Pas de questions? Oui, Estelle, il faut. Dans l'idée, il faut qu'on
hasard. Hein. La nature des garanties envisagées. Donc, si on débat sur ça, on parle de quoi? Les garanties, non, on ne les a pas. Voilà. Le niveau de participation, ça paraît quoi? Bon, ça, on peut donner ce que font les autres collectivités aujourd'hui et ce qu'il y a dans le projet de décret. Sauf que le projet de décret n'a pas fait l'objet d'un consensus lors de la concertation. Mais on peut quand même vous donner l'ordre de grandeur, ce qui permet de voir le coût minimum pour la commune. Donc, mais est-ce que vous avez une autre question? Sinon, je réponds à ça. Non, après, il y a le calendrier de mise en œuvre, par exemple. Pareil, je ne pense pas que je me sur le calendrier de mise en œuvre. Donc, par principe, effectivement, on demande de débattre, mais je crois qu'on peut être tout d'accord de se dire qu'on débat sur les éléments qu'on attend. Alors, je vous donne des éléments. Voilà, donc bon, après, ça se votera pas, mais... Oui, les éléments... Je vais déjà répondre sur les éléments de participation actuelle des communes. Il y a plus de 2/3 des communes qui participent déjà, avec un montant moyen de 18,90 € par mois et par agent pour la santé et de 12,20 € pour la prévoyance. Et le projet de décret renferme les sommes minimales suivantes: 5,40 € pour la prévoyance et 15 € par mois pour la santé. Voilà, ce qui ferait... Alors j'ai essayé de faire le coût minimum pour la commune. Si on se base sur 42 agents, ça ferait pour la santé 7 560 par an si on prend 15 € par mois et par agent. Et pour la prévoyance, si on prend 6 € par mois et par agent, c'est le minimum, ça ferait 3 024 €. L'ordre de grandeur. Mais on peut aller au-delà. Vous avez vu les chiffres que je vous ai donnés. Pour le montant moyen, c'est pas 15 €, c'est 18,90 € pour la santé, et c'est pas 6 €, c'est 12,20 € pour la prévoyance. Ceci dit, pour la prévoyance, je vous ai dit tout à l'heure, c'était facultatif. Comme on l'a dit en commission, on n'a pas les mains, et on ne sait pas comment ça prouve. Il y a quelque chose d'important quand même, c'est le caractère obligatoire. Et ça veut très bien que l'employé est bien en couple, que souvent la complémentaire de son mari ou de sa femme sont plus avantageux, et c'est pour ça que le caractère obligatoire est un peu gênant aussi quand même. Il y a des mutuelles qui prennent le conjoint à des prix très attractifs, et puis des garanties plus intéressantes que peut-être on va pouvoir les garanties, parce que 18 €, ça nous semble très très cher, on a tous les mutuelles au monde. Voilà. Essayez de parler fort dans le micro, parce que pour retranscrire après, c'est embêtant. Oui, je comprends parfaitement qu'en l'absence d'éléments numériques, il s'agit de débattre sur un principe. Et je vois, moi, c'est pas dans l'objectif en tout cas, c'est de se rapprocher de ce que fait aujourd'hui dans le monde privé, où l'employeur participe de manière variable, mais participe à la... Et ça, pour l'important, c'est devenu une partie du salaire qui n'est pas beaucoup réel, et il y a un écart entre les entreprises. Il peut y avoir un écart entre les entreprises, et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, le but de tout ça, c'est d'impliquer directement l'employeur dans la protection sociale de son personnel. Le caractère obligatoire, finalement, c'est une question d'équité, parce que c'est un salaire différé, déguisé ou autre, mais c'est quelque chose qu'on apporte. Et donc, c'est vrai que tout le monde a connu la dualité possible entre quand il y a un couple de deux personnes qui travaillent, mais il faut vraiment voir ça comme un basculement vers l'employeur d'une partie des charges sociales. Par rapport au risque, en commission, vous aviez posé la question, finalement, qu'ont déjà les agents comme remboursement, soit par le régime CNRACL, soit par la sécurité sociale, en cas d'absence maladie. Vous aviez posé la question, et c'est pour mieux apprécier les risques et les compensations qu'on pourrait faire.
les remboursements qui sont faits et la rémunération des congés maladie est très variable. Est très variable selon les situations parce que ça dépend à la fois des contrats de travail des agents et aussi du type de congé maladie. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que je vous avais mis les 2 pages détaillées en pièce jointe du compte-rendu de la commission, mais disons qu'il y a 3 catégories d'agents. Vous avez les fonctionnaires qui font plus de 28 heures, ceux qui font moins de 28 heures, et puis les contractuels. Et si on regarde les durées maximum de congés, c'est de 12 mois autorisés, c'est de 12 mois pour les maladies ordinaires, 3 ans pour les longues maladies. Et la durée, la question qu'on se posait, c'est pendant combien de temps l'agent a 100% de son traitement. Eh bien, il a 100% de son traitement quand il est fonctionnaire, qu'il soit à plus de 28 heures ou moins de 28 heures en maladie ordinaire pendant 3 mois, et les 9 mois suivants, il n'a que 50%. Et en longue maladie, c'est différent. Là, je parlais de la maladie ordinaire. En longue maladie, la durée totale, c'est de 3 ans. Il a le plein salaire pendant 1 an. Et puis, pendant 2 ans, il a la moitié du salaire. Donc, pour les contractuels, c'est différent puisqu'il n'y a pas de durée maximum, mais il a 100% de son traitement pendant 2 ans. Non, pardon. Non, là, je me trompe. C'est, en fait, oui, je ne peux pas tellement le dire parce que ça dépend de l'ancienneté des services du contractuel. Il y a une variable de plus. Il y a non seulement le type de contrat, de congé, mais en plus, il y a l'ancienneté. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter des... Oui. Oui, ça, c'est pour la prévoyance. En fait, quand on a débattu et qu'on voulait savoir effectivement ce qui était existant sur la commune, c'était pour savoir justement de quel socle on partait en fait. Donc ce qui vient d'être expliqué là, c'est quelque chose qui est général ou c'est que déjà sur la commune de Carensac, il y a un dispositif privilégié ou pas? Sur la commune, il n'y a absolument rien. D'accord. En complémentaire. Là, ce que je viens de dire, c'est le régime général en fait. C'est ce qui est... Voilà, donc aujourd'hui la commune elle est sur le régime général et elle n'a pas de spécificité d'accompagnement sur la complémentaire, sur la prévoyance. Donc ça, ce que vous avez dit là, c'est le régime général. Donc on n'est quand même pas très loin du privé, déjà. C'est pas la complémentaire. Non, parce que quand on nous dit que c'est pour harmoniser avec le privé, et quand vous me donnez les conditions là du régime général, moi pour être dans le privé, je ne suis pas aussi bien couverte que ça dans le régime privé. Donc voilà. Donc non, mais c'est pour ça, c'est important quand même de remettre aussi les choses dans un cadre. Mais les fonctionnaires, ils sont couverts quand ils ont plus de 28 heures par le régime CNRACN et par le régime de sécurité sociale. Ils sont déjà bien couverts, effectivement, sans complémentaire. Oui, il est lui aussi de ne pas confondre le traitement et le salaire. Quand on parle de traitement, hein, ce n'est pas le salaire. C'est le salaire sans les primes, le traitement. Hein, d'accord? Voilà. Et puis donc, effectivement, il faut distinguer la complémentaire prévoyance qui compense les différences de revenus et la complémentaire santé qui est plus liée aux frais de santé. Voilà. Bon. Est-ce que vous avez d'autres interventions sur ce débat? Ou est-ce qu'on peut acter qu'il a eu lieu? Oui. Non, ce que je voulais te dire, c'est qu'on avait quand même parlé un peu plus de la complémentaire santé, que le grand absent du dialogue, c'était le panier de soins qu'on appelle. Parce qu'a priori, bon, on a effectivement un ticket médicamentaire par la sécurité sociale. Et en fait, si on veut rentrer un petit peu dans le détail, ce que propose la complémentaire santé, bon, mais c'est qu'est-ce qu'il
propose pour des lunettes, pour des dames, pour une chirurgie, est-ce qu'on peut avoir une chambre particulière? C'est un petit ensemble de choses comme ça qui font qu'effectivement, selon le panier de soins, la complémentaire en conséquence augmente. Et alors elle augmente pour le salarié, mais elle augmente aussi pour l'employeur. Bien, on va acter que le débat a été fait. Bien évidemment, quand on aura les compléments d'information, eh bien, on essaiera de refaire un débat, ne serait-ce au moins qu'en commission. Voilà. Pour l'instant, je pense qu'on peut clôturer comme ça. Bien, je passe aux questions de l'opposition. Questions écrites. Donc, alors, je rappelle que suite aux questions, il n'y a pas de débat, hein, c'est dans notre règlement. Hein. Monsieur le maire, un article intitulé « Combat de coq à Clarensac » a été publié le 24 janvier dans le célèbre journal Objectif Gare. Cet article affirme que vos relations avec votre première adjointe sont tendues depuis plusieurs mois au point de lui retirer sa délégation. Il est évoqué le devenir de sa délégation communautaire. Comme de nombreux Clarensacois, cet article nous interpelle. Info ou intox, que comptez-vous faire pour infirmer ou confirmer ces informations? Bien, ma réponse est brève. Donc le maire peut à tout moment retirer les délégations et pouvoirs à son adjoint. Le conseil est prévenu de cette décision a posteriori. Et quand une décision est prise, l'arrêté de décision est affiché à l'affichage public. Voilà. Donc sans affichage, il n'y a pas de décision. Voilà ma réponse. Deuxième question. Monsieur le maire, Madame Lecoq, adjointe et représentante de la commune à Nîmes Métropole, a déposé un recours contre le PLU de la commune et engage une procédure contre la mairie de Clarensac. Pour info, ce point de PLU avait été déjà exposé lors du précédent mandat dans lequel siégeait Madame Lecoq, qui n'avait fait aucune remarque. Pouvez-vous nous préciser le contenu de ce recours? Quelles peuvent être les conséquences sur l'application du PLU? Bien. Le recours de Madame Lecoq n'est pas suspensif pour l'application du PLU. Le délai de traitement d'un recours est près de 2 ans, appel inclus. J'ai missionné l'avocat de la commune afin de défendre les droits conformément, nos droits, conformément au vote du PLU à l'unanimité. Et donc l'intitulé du recours est « Excès de pouvoir portant approbation du PLU ». Voilà. Troisième question. Madame Lecoq est à l'origine de la création du comité d'éthique qui pourrait être saisi dans cette situation. Rappelons ses positions. Madame Lecoq, première adjointe et présidente du comité d'éthique, et son mari, conseiller municipal, sont à l'origine d'un recours à l'encontre de la mairie. Madame Lecoq est donc juge et partie. Monsieur le maire, comptez-vous agir pour que les positions de chacun soient plus transparentes dans le respect des conditions d'élu de chacun? Bien, je réponds là aussi. Donc, le juge au niveau du comité d'éthique, c'est le maire, qui décide sur proposition du comité d'éthique. La personne mise en cause, si une personne est mise en cause, elle serait remplacée dans ses fonctions de présidente. Et le règlement du comité éthique s'appliquera strictement en cas de saisine de celui-ci. Et pour l'instant, je ne pense pas qu'il ait été saisi. En tout cas, je n'en fais pas partie de ce comité. Donc, voilà, je ne pense pas qu'il ait été saisi. Voilà. Bien, ce conseil municipal va se clôturer. Je voudrais dire un petit mot. C'est aujourd'hui le dernier conseil municipal dans la commune de Delphine Cohen. Voilà, je voudrais la remercier concernant tout ce qu'elle a fait, sa disponibilité, et surtout, sachez qu'elle bannit le micro
surtout quand il ne fonctionne pas, parce qu'elle doit après retranscrire sans avoir forcément un enregistrement fiable de la discussion. Voilà, alors je la remercie. On ne lui dit pas adieu, bien sûr, on lui dit au revoir. On la reverra certainement. Venir voir ses camarades. Delphine avait occupé un poste particulier, puisque le poste de RH, eh bien, c'est un peu le poste de confident de l'ensemble du personnel. Donc, elle était toujours à l'écoute de ses personnels, toujours fidèle, et très discrète, et ça, c'est vraiment une des qualités indispensables pour occuper ce poste. Voilà, donc je la remercie au nom du conseil municipal. Merci Delphine. Bien, le conseil municipal est terminé. Il est 20h45.